Bien, bonsoir tout le monde. Nous sommes à la veille de la célébration d'une nouvelle fête nationale du Cameroun. Comme vous le savez, dans l'histoire du Cameroun, il y a eu la colonisation allemande, ce qui a été assimilé à la colonisation allemande, puis la fédération, puis la République unie et enfin la République du Cameroun tout court. Donc, à cette occasion, j'ai quelques panélistes avec lesquels nous allons discuter de ce sujet important de l'unité nationale du Cameroun. Pour commencer, Isaac Zama, qui est aux États-Unis. Je ne sais pas s'il faut dire qu'il est proche des thèses de l'Ambazonie, mais ce qui est certain, c'est que c'est un compatriote camerounais. Il y a Guy Christian Epassi, qui est au Canada, qui travaille à Troc Radio. Nous avons également parmi les panélistes Jean-Marc Sobot, qui a été tour à tour aux journaux Le Jour et Mutation. Il est aujourd'hui basé au Canada. Maker Lemja, et de la Nouvelle Expression aussi, pour ne pas oublier de titre. Maker Lemja, Yetna Josué, je n'ai pas plus d'éléments que cela sur Maker, c'est pour ça que je ne dis pas davantage. Yetna Josué. Je suis tout simplement consultant en finance internationale et analyste des choses qui tiennent à l'actualité. Très bien. Et donc, Yetna Josué, qui est un militant de l'UPC, qui fait également partie de l'Alliance patriotique. Et enfin, nous avons Blaise Alfred Ngando, qui est enseignant d'université au Cameroun. J'espère que je n'ai oublié personne et surtout que je n'ai oublié de présenter personne. Mais bonsoir, Louis Kemayou. Content d'être présent sur le plateau et de pouvoir croiser le fer, si j'ose dire, avec les copanélistes. Et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Diaf TV. Voilà, donc nous sommes sur Diaf TV, comme vous l'avez remarqué. Après avoir présenté les différentes personnes avec lesquelles nous discuterons de ce sujet important, capital même, si j'ose dire, de la nation camerounaise, surtout dans le contexte actuel, je vous ai posé une première question pour permettre un premier tour de table. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche historique qui a été celle des Camerounais de se retrouver, malgré la division qu'il y avait eu à la période coloniale, à la suite de la défaite des Allemands lors de la Première Guerre mondiale, de cette démarche qui a conduit les deux Camerouns à se retrouver? Je commence peut-être avec Isaac Zama. Okay, thank you so much, Luis, for the invitation, and good evening to all your viewers. I would want to let everybody back in La République know that I'm 100% Ambazonia, and that we are fighting for our independence as we speak. So I don't want anybody to have any confusion about that. With regard to the process that brought the two Cameroons together, trying to go back to the period of the Germans, I just think it's a waste of time, because at the time that the Germans came to Cameroon, we were individual tribes. You had the Bakweris, you had the Doualas, you had the Iwondos. There was no central authority, and there was nothing that could call us as a country. During the time that the Germans came, there was no Cameroon, or it wasn't a country. Even though the the Portuguese and later on the Germans came out and had the name Cameroon, but all those were individual chiefdoms that were put together, after the First World War. So after the First World War, when what is now called Cameroon was taken away from the Germans and handed over to England and France, they administered these two countries separately. And in the infinite wisdom of our leaders, of John Gufoncha, Endeli, Joa, who were interested in one Cameroon because of the experience that we had with Nigeria from 1954 to 1961, Foncha thought that it would be a good thing to unite with, with Eastern Cameroon, or with the République du Cameroun. And unfortunately, the French and Amadou Ahidjo,
who were all, I will call them frauds and crooks, decided that they had an ulterior motive than actually trying to unite the two countries. The goal of the French and of Ahidjo was to assimilate Southern Cameroon or West Cameroon, if you don't mind. And there's evidence. There's a lot of evidence to prove that. I have documents here that are written by the French showing that they had ulterior motive of trying to bring together the Southern Cameroons and La République du Cameroun. So as the debate goes, we'll develop this turn of thought. But from my own personal point of view, I think the unification of La République du Cameroun and Southern Cameroon in 1961 was a fraud, because the process that was put in place by United Nations Resolution 1608, the process that was put in place by United Nations for the reunification or for the referendum for the federation of the two countries did not did not take its term. So the French and Amadou Ahidjo, they had ulterior motives in trying to create a federation between Southern Cameroon and la République du Cameroun. Très bien, Isaac. J'ai bien entendu que pour vous, faire référence à la période allemande, c'était une perte de temps et que la réunification, ou du moins la fédération dans laquelle se sont retrouvés le Cameroun francophone et le Southern Cameroon était un acte frauduleux. On l'a bien entendu et comme je l'ai dit, il s'agit de poser le débat. Hein. Dans un premier temps, on va faire un tour de table pour avoir le point de vue de chacun des participants sur la question. Et je vais d'ailleurs poser la même question à Blaise Alfred Ngando. Oui, bonsoir à tous les panélistes. Hein, et je m'excuse d'être arrivé dans le débat tardivement, hein, pour des raisons indépendantes de ma volonté. Alors, disons simplement que la volonté des Camerounais de se retrouver en 1961, je crois que c'est un processus extrêmement profond, parce que vous savez que le Cameroun, on va dire que c'est une création coloniale, hein, puisque c'est à partir de la colonisation allemande que des peuples qui vivaient de façon un peu hétérogène vont se retrouver dans un territoire commun, n'est-ce pas, gouverné par l'État allemand, et qui, par le processus historique, vont se retrouver en 1916 divisés. Vous imaginez bien que des populations qui vivaient des deux côtés, n'est-ce pas, du Mungo, par exemple, je prends les Bakossi, hein, anglophones, et aujourd'hui on a des Bakossi de l'autre côté, francophones, qui vivaient ensemble, et du jour au lendemain se retrouvent, n'est-ce pas, séparés. Vous comprenez très bien que pendant toute la période coloniale, au-delà, je veux dire, de la trajectoire tantôt britannique et tantôt francophone, eh bien, ces populations ont vécu avec le désir de se retrouver ensemble. Et vous voyez que l'une des revendications, n'est-ce pas, de l'Union des populations du Cameroun, c'était justement, au-delà de l'indépendance, n'est-ce pas, du Cameroun, c'était la réunification des deux Camerouns. Et vous voyez de l'autre côté avec, n'est-ce pas, le regretté de Toumaza, avec le parti One Cameroun Party, c'est également le même désir. Donc, finalement, lorsque les protagonistes, n'est-ce pas, de 1961 finissent par rapporter cette réunification, je crois que c'est un désir ardent, longtemps entretenu, n'est-ce pas, par les Camerounais, qui, même si le Cameroun est une création coloniale, eh bien, ont gardé l'espoir de se retrouver. Voilà, à ce niveau du débat, ce que je peux en dire, M. Kemayou. Merci beaucoup, Blaise Alfred. Donc, je retiens qu'au-delà de la division coloniale, il y avait des réalités tribales qui étaient que on a deux groupes, on a des fois le même groupe qui se retrouvait à cheval entre les deux Camerouns et que la fédération a permis finalement de rassembler ces familles qui avaient été divisées par le fait colonial. L'UPC a été évoqué et je m'en vais donc donner la parole à Yetna Josué pour évoquer également son point de vue sur cette première question dans l'ouverture du débat. Oui, merci de me donner la parole. Bonsoir aux téléspectateurs et encore une fois, bonsoir aux panélistes. Oh, je pense que, vu le temps qui nous a imparti, on va essayer d'aller à l'essentiel. On va dire que la division arbitraire de notre pays au terme de la Deuxième Guerre mondiale, on ne l'a jamais acceptée.
et nous, on l'inscrit dans le cadre de ce qu'on va appeler un contentieux historique avec la France et l'Angleterre. Ils ont arbitrairement divisé notre pays et nous avons toujours voulu faire de cette réunification le premier point de notre programme. Donc, que nos compatriotes se retrouvent en 1961 au terme d'un référendum, tout de même, une partie du Cameroun s'est vue rester rattachée au Nigeria. Ceux qui ont accepté de se rattacher au Cameroun francophone pour ne faire qu'une seule république, c'était effectivement une très, très bonne chose et qui allait dans le sens des revendications de l'UPC. Donc, je pense qu'on va continuer là-dessus. Hein. C'était loin de l'histoire. Dans la maison, on n'a pas eu, nous avons même chose. J'ai perdu la connexion avec Josué sur la fin de son intervention. Allô? Mais j'ai perdu le fil de l'intervention avec Josué. Je ne sais pas si c'est revenu, mais ce que j'ai cru entendre de son intervention, c'est que le combat de l'UPC, c'était qu'il y avait un contentieux historique avec les anciennes puissances coloniales, la France et l'Angleterre, et que l'unité du peuple camerounais était au cœur des préoccupations de l'UPC et que ça tenait à cœur à l'UPC que ces deux parties du Cameroun soient finalement réunifiées. Si je résume bien, je pense que c'est ce que voulait exprimer Josué tout à l'heure. Tout à fait. Et donc, je vais passer la parole à deux personnes. D'abord, à notre confrère Guy Christian Epassi de Troc Radio au Canada pour son point de vue liminaire dans ce débat. Merci Louis. Moi, j'interviendrai parce que je n'ai pas eu la chance, ou alors je vais dire la chance d'avoir vécu cette période. Moi, je suis né après la Constitution de 1972, on va le dire. Je suis des années 70, après 72. Donc, je n'ai pas connu cette période. Mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, passionné d'histoire, passionné du Cameroun, passionné de politique aussi, et fort de ce que Isaac a dit, de ce que le professeur Gando a dit, on peut constater que oui, le Cameroun est une création coloniale. Ça, on est d'accord. Comme la plupart des peuples des pays africains, ou du Moyen-Orient, ou bien de l'Asie. Hein. Nous avons été une création coloniale. Mais n'oublions pas que les peuples se connaissaient. Ces peuples n'en ont pas été téléportés d'une autre planète ou bien d'un autre continent. Les Bassa connaissaient les femmes, qui connaissaient les Bétis, qui connaissaient les peuples de Grassfield. Il y avait des réseaux de communication, il y avait des moyens de communication. Donc, c'est pour dire que ce sentiment, la question de lui, qu'est-ce que je pense de ce sentiment qu'ont éprouvé les Camerounais de l'époque de se mettre ensemble pour fonder un pays, c'est un sentiment que je partage et que je peux comprendre. Parce que n'oublions pas qu'on sort d'une guerre mondiale. Et certainement que ces peuples, ces personnes ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas survivre et exister à travers des micro-États ou des peuplades. Donc, une fois que le tracé colonial a été fait, mais on réalise que on se connaît déjà, mais nous devons faire tronc commun pour affronter l'avenir, affronter ce qui se passe, sachant ce qu'on a vu, sachant comment on a vu les puissances impérialistes diriger, hein, ce qu'elles nous font subir et ce qu'elles refusent de subir. Ben, c'est ce que les chefs Sawa, je pense, les chefs Sawa en 1979 ont commencé. Okay? Donc, ce sentiment d'unité, ou bien cette importance de réunification, non, je ne vais pas choquer pour commencer, cette importance d'unification des forces, pour moi, était très bienvenue et très louable. C'est ce que j'ai à dire. D'accord. Je reste au Canada avec Jean-Marc Sobot. On ne t'a pas entendu jusqu'à présent. Tu es dans un pays qui a connu une expérience du bilinguisme. C'est l'un des 3 pays au monde qui le sont. Le Cameroun en est un, l'île Maurice en est un, et le Canada aussi, à travers son bilinguisme. Quelle est ta lecture de cette
unification des forces, comme le disait Guy Christian Epassi. Merci de me passer enfin la parole. Mais en fait, je n'étais pas non plus pressé de parler, ça c'est sûr. Je veux quand même apporter mes repères, parce que moi je considère comme des repères en rapport avec tout ce qui a déjà été dit. Je veux préciser, quand même préciser que le Cameroun, ça part de 1884. 1884 et 1885 avec la conférence de Berlin. Il faut dire que le Cameroun, c'est donc une création allemande. Donc, c'est à partir de 1884 que le Cameroun a des frontières. En tout cas, je vais vous montrer à ces frontières que j'ai imprimé ça pendant que vous parliez, donc j'ai triché un peu à des frontières et à peu près ce qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que là, vous avez un Cameroun qui est comme le triangle qu'on connaît, et puis là, on est de 84 à 1884 à 1911, et puis de 1911 à 1916, on a un plus gros Cameroun qu'on a appelé le Gros Cameroun avec le Néo-Cameroun. Donc, et ça, c'est la période donc, de 1884 à la création à 1916. Et en 1919, donc, il y a la guerre de 14-18, c'est ça. Et puis, il y a ce qu'on a appelé le traité de paix, le traité de Versailles. C'est-à-dire, ce traité qui a été signé à Versailles le 28 juin 1919. Alors, après la Première Guerre mondiale, ce qui se passe, c'est qu'on se dit c'est l'Allemagne qui a perdu la guerre, et puis et on signe des accords pour dire, OK, l'Allemagne est censée renoncer à toutes ses possessions coloniales. Et c'est ainsi que ce bloc-là, ce bloc du Cameroun est partagé par les vainqueurs, entre guillemets. En fait, c'était de la tricherie, c'était pas vraiment des vainqueurs, mais c'était des gens qui s'étaient mis ensemble, comme aussi à la Deuxième Guerre mondiale, pour faire la guerre à l'Allemagne à cette époque-là. Donc, le Cameroun est donc divisé entre la Grande-Bretagne et la France. Alors, on se retrouve donc avec un Cameroun donc, britannique, et ensuite un Cameroun français. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, entre-temps, nous avons le débat aujourd'hui entre n'est-ce pas, le Cameroun français et ce qui était l'ancien Cameroun britannique, qui était divisé en deux parties, ce qu'on appelait Cameroun septentrional, Northern Cameroon, et puis la partie méridionale, ce qu'on appelle Southern Cameroon. C'est la partie qui a été confiée à la Grande-Bretagne. Après la Première Guerre mondiale et dans le traité de Versailles, excusez-moi. Donc, c'est cette partie qui fait débat dans les années 60-61. Pourquoi? Parce que la partie française, il y a cette grosse partie du Cameroun, une partie au Tchad, une partie en République centrafricaine, une partie au Congo. Donc, cette grosse partie, on l'a perdue. La France a coupé sans demander à personne et a mis ça dans ses autres colonies de l'Afrique centrale. Sans demander à personne. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais rien demandé à personne à ce sujet. Alors, nous, on doit le débat aujourd'hui, ce débat sur le Cameroun britannique, au simple fait que la Grande-Bretagne est venue dans les années 60 présenter ce qu'on lui avait donné en guise de mandat et de tutelle. Point. Donc, c'est pour ça que... or, ce qui s'est passé avant cela, c'est qu'il y a eu des mouvements qui se sont battus pour que ça se fasse aussi. Il y a des mouvements comme
ça a commencé dans le Ngondo avec MRDK Dibongue. C'était un douala qui allait s'installer dans le sud-ouest. Et c'est dans le cadre du Ngondo que le mot d'ordre de la réunification, c'est-à-dire que des gens sont allés regarder dans les documents et qui se sont dit, écoutez, le Cameroun est sous mandat et vous savez, sur le plan juridiquement, un mandat est toujours précaire. Donc, c'est-à-dire quand le mandataire doit restituer ensuite ce qu'on lui a donné de garder, parce que c'était ça l'objectif. Et c'est pour ça que, mais il n'y avait personne pour soulever le débat de cette manière-là. Ça a commencé dans le Ngondo et ça a continué avec l'UPC, avec notamment Nyobe. Nyobe, c'est l'homme qui s'est le plus battu, qui est allé sur la tribune de l'ONU pour poser le problème. Et vous voyez très bien que Nyobe, lui, il est mort, il est assassiné par tous les gens qui ne voulaient pas de cette réunification. Il est assassiné en septembre 1958. Et ce qui se passe, c'est que en 60, l'ONU lance donc un référendum dans cette partie pour demander aux gens du Northern Cameroun, aux gens du sud Southern Cameroun, pour leur demander s'ils acceptent plus d'aller, comment on dit ça, d'aller au Nigeria, parce que cette partie était administrée par Londres à partir de Lagos. Alors, la question est donc posée aux populations de cette région. Est-ce que vous voulez aller rester au Nigeria? Et la proposition a été alléchante. Est-ce que vous voulez plutôt aller rejoindre l'autre partie du Cameroun allemand, c'est-à-dire le Cameroun français? Alors, cette question est posée aux gens, et c'est à cette époque-là, c'était en cette occasion que nous perdons ce qu'on appelle le Northern Cameroun, ce qu'on appelle en français le Cameroun septentrional, ce qui a fait l'objet d'un procès du Cameroun contre les Britanniques à la Cour internationale de justice, procès que le Cameroun a perdu. Et donc, on a perdu cette partie et on a gagné, entre guillemets, parce que on n'a pas vraiment gagné en tant que tel, parce que c'est pas les Camerounais, les francophones n'ont pas voté. Et ils n'ont même pas été appelés au vote. C'est pour ça que c'est un peu loufoque de dire, ouais, nous, on s'est battu, mais jusqu'à Nyobe s'est battu, il a demandé la réunification et l'indépendance immédiate, et il y a beaucoup de documents qui sont disponibles là-dessus. Et ça fait que ils ont donc choisi de venir de ce côté du Cameroun. Donc, en fin de compte, je pense que contrairement à ce que mon grand frère Isaac Zama, mon grand frère de l'université, Isaac Zameti, je crois qu'il y a quand même eu un processus. Il y a un processus, un processus colonial qui a commencé à Berlin et qui s'est poursuivi, parce que jusqu'aujourd'hui, tout ce sur quoi, toutes les frontières, tout ce sur quoi nous débattons aujourd'hui provient encore de la colonisation. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour ces rappels historiques. Il y en a un qui ne s'est pas encore exprimé et je m'en voudrais de ne pas lui donner la parole avant de lancer le débat. C'est Maker Lemdia. Maker, tu as la parole. Oui, j'ai du mal avec la connexion. Je voulais d'emblée dire tout simplement qu'il est important d'être précis. On est obligé, quelque part, de revisiter l'histoire du Cameroun pour mieux comprendre le présent et entrevoir l'avenir. Je ne sais pas si tout le monde me suit là. Moi, je t'entends. Je pense que tout le monde te suit également. Voilà. On vous suit. Il y a une vérité historique sur laquelle on devrait être tous d'accord, à savoir que le Cameroun tel qu'on l'exprime aujourd'hui est une création coloniale.
Donc, avant le 12 juillet 84, date de la signature du traité Germano-Douala, je précise bien Germano-Douala et non Germano-Cameroun, avec les rois Bel et Akwa, qui octroyaient à un Allemand qui s'appelle Wormann le Cameroun tel qu'on l'entend aujourd'hui et les droits à la souveraineté. Le Cameroun n'existait pas. Donc, ce n'est qu'après la signature de ce traité que le Cameroun avec grand K existe. D'ailleurs, cet acte de cession du Cameroun par les rois Douala avec des engagements bien précis a été légalisé par le consul allemand au Gabon qui s'appelait, si mes souvenirs sont bons, Emil Schulz. Et le lendemain de cette date, donc le 13 juillet 1884, ce même Allemand a retrocédé ses droits de souveraineté à l'empereur allemand et au Reich. Donc c'est à partir de cette date-là que le Cameroun existe en tant que territoire avec des frontières. Il se trouve que cette suzeraineté allemande sur le Cameroun a duré 30 ans. Et on sait que ce n'est que lors de la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale, que l'Allemagne a perdu, parce que vaincue, cette suzeraineté sur le Cameroun. Et on connaît les conditions et les circonstances. À savoir qu'il y a eu d'abord une administration provisoire commune, franco-britannique, qui a été mise fin par le Conseil des Alliés, qui a décidé de conférer tous les territoires occupés précédemment par l'Allemagne aux vainqueurs. Donc, le Cameroun a été uni sous le règne de l'Allemagne. Et son unité a été mise à mal à partir de la défaite de l'Allemagne. Il faut que tout le monde soit d'accord là-dessus et que les jeunes d'aujourd'hui qui participent au débat le sachent. Et que nous, en tant qu'aînés, puissions apporter cette vérité historique, indiscutable. Donc, à partir de ce moment, lorsque le Cameroun a été placé dans un premier temps sous mandat de la Société des Nations, juste avant la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale, et ensuite confié au couple franco-britannique pour les 4/5 de son territoire à la France et le reste à la Grande-Bretagne concernant les deux territoires qui étaient en bordure de la frontière du Nigeria, la partie méridionale que nous connaissons aujourd'hui, nord-ouest et south-ouest, et puis la partie septentrionale, Northern Cameroun. Il faut donc en conclure que le Cameroun a commencé à être divisé à partir de cette date-là. Elle a encore été beaucoup plus divisée lorsque la Société des Nations a disparu et est devenue l'Organisation des Nations Unies. Et le Cameroun, à ce moment-là, est passé sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies. Et à ces deux, donc vainqueurs, la France et la Grande-Bretagne, on leur a confié l'administration de ces territoires avec l'obligation de se soumettre à un contrôle international. Et je rappelle quand même à la mémoire collective camerounaise que les Camerounais, à ce moment-là, continuaient à revendiquer, et je rends hommage à nos compatriotes, à nos grands-parents,
dont certains sont morts pour cette raison, notamment ceux de l'UPC, qui revendiquaient déjà à l'époque Bouane Cameroun avec K. Donc l'unité que nous allons célébrer aujourd'hui le 20 mai n'est pas une vue de l'esprit. C'est quelque chose qui a été revendiqué et combattu à l'époque. Oui, je ne sais pas si je peux dire quelque chose. Je voudrais juste que Maquet termine déjà, mais qu'il fasse bref. En disant tout simplement que avant même l'accession de la partie orientale à l'indépendance le 1er janvier 1960, et puis la partie confiée à la Grande-Bretagne et qui était rattachée au Nigeria, qui a dû attendre, parce qu'il faut savoir que dans le timing, le Cameroun oriental français a accédé à l'indépendance avant le Nigeria. Le Cameroun oriental français a accédé le 1er janvier 1960 et le Nigeria a accédé à l'indépendance le 1er octobre 1960. Et donc, le plébiscite qui a été organisé pour demander au Cameroun occidental, c'est-à-dire la partie méridionale et la partie septentrionale, pour savoir si elle devait se rattacher au Cameroun ou au Nigeria, a eu lieu en 1961, c'est-à-dire le 21 février, si mes souvenirs sont bons, le 21 février 1961. Donc, vous voyez bien que la question qui avait été posée, c'était de savoir si cette partie occidentale devait intégrer, oui ou non, au Cameroun oriental français existant, uni et indivisible. Merci Macaire. Là, c'était vraiment des propos liminaires que j'attendais de tout le monde. On a fait le tour du plateau. Et je voulais maintenant laisser la parole à Guy Christian qui voulait intervenir pour apporter quelques éléments complémentaires ou... Moi aussi. Juste moi après. Aussi. D'abord, Guy Christian. D'accord. Je vais d'abord intervenir sur ce que Macaire a dit parce qu'on l'entend souvent. Et les Douala ont vendu le Cameroun. OK? Il faut préciser que le traité Germano-Douala ne cédait pas le Cameroun. Hein. Il cédait les terres Douala. Et ce n'était pas tous les Douala qui étaient d'accord. Parce qu'il y a eu une rébellion à l'interne entre certains rois qui disaient qu'ils n'ont pas participé au traité, à la rencontre, et ils refusaient de céder leurs terres. Okay? Donc, le Cameroun n'a pas été unifié. Tu as dit tout à l'heure, Macaire, que le Cameroun a été uni pendant la colonisation allemande. Non, le Cameroun a été uni au travers de la colonisation allemande parce qu'on n'a pas demandé l'autorisation ou l'avis des peuples. OK? La preuve, on a Martin-Paul Samba, on a le chef Madoula Akribi, on a Douala Mangabel. Ils ont été pendus, ils ont été tués, ils ont été fusillés parce qu'ils revendiquaient l'autonomie. Ils revendiquaient l'autonomie, ils ne voulaient pas appartenir à l'empire colonial. Donc, c'est ça que je voulais juste préciser par rapport à tes propos, aux propos liminaires. Les Douala n'ont pas cédé le Cameroun. Hein. Ça considérait juste leur terre. Merci beaucoup, Guy Christian. Je voudrais redonner la parole à Isaac Zama par rapport à cette lutte pour réunifier le Cameroun. S'il te plaît. Une précision très importante, très rapide. Allons-y. Mon frère Macaire a dit que le traité que les Allemands ont signé avec les Douala le 13 juillet 1884 avait une durée de 30 ans. C'est très important. Ce qui veut dire que le 13 juillet 1914, ce traité arrivait à échéance. C'est très important. Non, je n'ai pas dit que ça avait une durée de 30 ans. J'ai dit que la présence coloniale allemande a duré 30 ans. Oui. Très bien. Que les Allemands ont signé avec les Douala, je termine, ça va être rapide, c'est très important, avait une durée de 30 ans. Non. Donc
Non, Non. Bon, je si on voudrais n'est pas d'accord dessus, on passe. apporter un bémol à ce que tu dis. Je n'ai pas dit que ça a eu une durée de 30 ans. Je dis simplement que la présence coloniale allemande, à partir de la signature de ce traité, a duré 30 ans, puisque Très bien. ils ont perdu la bataille. Merci. Non, je n'ai pas fini ma précision. 15 secondes. Parce que lorsque commence la Première Guerre mondiale, le Cameroun n'est plus lié avec aucune puissance internationale par aucun traité. C'est important. C'est pour ça que lorsqu'on veut se partager un butin appartenant à l'Allemagne, nous on dit non, c'est pas vrai, parce que nous on n'avait aucun lien international par aucun traité au moment où commence la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup. Merci. Je voulais donc passer la parole à Isaac parce que on a eu l'impression à travers vos différentes interventions. Est-ce que je peux apporter quelques précisions, Monsieur Kemayo? Je vais d'abord donner la parole à Isaac parce que c'est important. On a, pendant notre premier tour de table, donné l'impression que ce sont les francophones seulement qui voulaient que le Cameroun retrouve son unité telle qu'elle était sous la période allemande. Isaac, quelle est ta lecture de cette vision de la réunification? You know, if you're talking about the unification in 1961, then yes, there were some Southern Cameroonians or West Cameroonians who campaigned to join East Cameroon. But let me make another precision about the treaty between Mangabell and the Germans. You know, there was no relationship between somebody in Bamenda in the Northwest and the person in Douala. There was none. So to say that the treaty that Douala Mangabell signed with the Germans was binding on people in the grass fields, it's not true, because it's not based on any historical fact. There are no records to prove that. So I just wanted to, you know, to make that precision. Okay. The United Nations, Britain and France, they were handed over Southern Cameroon and La République du Cameroun to prepare them for independence. And this independence that La République, that Britain and France were to prepare these countries, did not talk about unification. So we have to understand that the question of unification between Southern Cameroons and La République du Cameroun was on the basis of a faulty notion that Southern Cameroons could not take care of itself materially or financially. Isaac, oui? Est-ce qu'il est faux de dire que, au-delà de la démarche qui a été celle des Nations Unies au moment d'organiser ce référendum, est-ce qu'il est faux de dire qu'il y a des Camerounais à la fois dans le Northern Cameroun et dans le Southern Cameroun qui ont milité pour cette réunification, et que du côté camerounais francophone également, Eastern Cameroun, comme vous avez dit, la même démarche a existé, et que au-delà du fait colonial, il y avait une vraie volonté des peuples de se retrouver à nouveau? Okay, what I can say is that yes, there was, because Southern Cameroonians did not have a choice. There were two choices: either you join Nigeria or you join La République Cameroun. There was no third choice of being independent. And I can guarantee you, if there was a third choice that Southern Cameroon should be independent, they wouldn't have joined either Nigeria, because the experience between 1954 and 1961 wasn't a good experience for Southern Cameroonians. And the experience that Southern Cameroon saw, the civil war that was in La République du Cameroun, the Maquisard killings were very frightening to Southern Cameroonians, but they had no choice. So, you know, if you remember, there was Ndeli who said we were actually between the water and the fire. And so they decided, Southern Cameroonians decided to go to choose what they thought was the lesser evil between Nigeria and La République. D'accord. So people like Foncha
with with the influence of some of the people from the UPC who had crossed over, some people from Western Province who had crossed over to Southern Cameroons, and they had all these meetings, these unionized meetings that had convinced Foncha that it was preferable to join the Republic of Cameroon. But the main reason is because we had no choice. If there was a third choice, we would have actually voted for our own independence. La précision que voulait faire Blaise Alfred Gando. Oui, Monsieur Kemayo, il y a quelques inexactitudes quand même, hein, parce que notamment en ce qui concerne la fondation du Cameroun pendant la période allemande. Il faut dire que le traité germano-douala du 12 juillet 1884, en réalité, peut-être que mes collègues juristes ne s'y ont pas trop penchés. Je pense que c'est davantage un prétexte juridique d'une colonisation pacifique. Parce qu'en réalité, lorsque vous faites l'exégèse, n'est-ce pas, du texte, vous prenez le préambule avec, n'est-ce pas, les dispositions qui suivent, il y a véritablement une contradiction entre le préambule où on annonce effectivement que on souhaite les droits de souveraineté, de législation et d'administration. En même temps, les douala veulent préserver, n'est-ce pas, les terres. Je crois que les Allemands n'étaient pas dans une disposition véritablement d'un véritable contrat, d'un véritable traité en droit international. Et il faut dire que les douala également étaient dans une démarche en signant ce contrat, ce traité, en réalité de préserver davantage, n'est-ce pas, leur rôle d'intermédiaire avec la République. Donc, lorsqu'on analyse aussi bien juridiquement, politiquement et même anthropologiquement, n'est-ce pas, ce traité, je crois davantage qu'on est là devant un petit jeu de dupes où les Allemands veulent un papier pour essayer justement d'amorcer le processus colonial, puisque de toute façon, ce n'est pas ce papier-là qui va être décisif pour le tracé des frontières. Monsieur Jean-Marc Sobod l'a dit tout à l'heure. Je pense que ce qui va être décisif, c'est la conférence, n'est-ce pas, de Berlin, qui se tient de novembre 1884 à février 1885, et au cours duquel il y a une résolution qui est prise, celle, n'est-ce pas, du principe de l'interland, qui veut que lorsque une puissance coloniale occupe, n'est-ce pas, une côte, n'est-ce pas, d'Afrique, eh bien, elle peut progresser jusqu'à l'intérieur du pays, jusqu'à ce qu'elle rencontre une autre puissance. Alors, à la suite de ce principe, évidemment, les puissances occidentales vont se lancer, donc, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays, et c'est pourquoi l'Allemagne va signer donc des traités avec la France notamment et avec la Grande-Bretagne. Et ce sont ces traités-là qui vont faire les premières frontières du Cameroun. C'est cela, la vérité. Et lorsqu'on se retrouve en 1914 avec, n'est-ce pas, la victoire, n'est-ce pas, des Alliés qui occupent le territoire, il faut dire qu'il n'y a même pas que la France et la Grande-Bretagne, il y avait d'autres puissances, par exemple la Belgique. Et finalement, mais quand même, le condominium qui est mis en place à partir de 1914, c'est les Français, avec notamment le général Émérich, et de l'autre côté britannique, le général Dobel, qui justement, dans le cadre de ce condominium, dirige le Cameroun. Et dès 1916, de fait, les Français et les Britanniques, n'est-ce pas, se divisent le Cameroun avant donc la consécration juridique, n'est-ce pas, qui sera faite, peut-être que M. Jean-Marc Sobod l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, à l'issue, n'est-ce pas, de la conférence, n'est-ce pas, de Versailles. Voilà un peu quelques précisions que je voulais donner pour ne pas tirer un peu de long à l'âge. Mais je pense que le traité en lui-même, bon, c'est le prétexte juridique vraiment d'une colonisation pacifique. Et dans le rapport de force, n'est-ce pas, des relations internationales à cette époque, ben, vous savez, avec ou sans traité germano-douala, je vais vous dire, les Allemands auront occupé le Cameroun. Ça, c'est clair. Voilà ce que je voulais apporter comme précision. Merci beaucoup, professeur. Et c'est le moment, je pense que Jean-Marc Sobod voulait apporter lui aussi une précision. Et dès qu'il l'aura faite, nous ouvrirons le débat. Vous n'aurez plus besoin de mon intervention pour vous interpeller. N'hésitez pas à prendre la parole. Mais la parole était à Jean-Marc d'abord. Oui, je voulais apporter une précision. Je suis très content d'écouter les précisions que qui est passé le professeur Ngando. Je crois que c'est très, très précis. Aussi, je voulais revenir sur un aspect de la question de tout à l'heure. On a dit que c'est seulement les francophones qui voulaient, peut-être que c'est seulement les francophones qui voulaient la réunification. C'est clair que on ne s'entend pas pour être colonisé. Là, on ne revient pas là sur ce débat. Les gens n'ont pas appelé
on n'appelle pas ce soit la colonisation. Et je voulais préciser que est-ce que c'est seulement les francophones qui voulaient la colonisation, pardon, excusez-moi, qui voulaient la réunification? Sur ce point, j'ai dit tout à l'heure que la réunification, l'idée de se réunifier est née dans le Ngondo. Et le Ngondo, quand on dit Ngondo, on pense tout de suite à Douala, mais en fait, c'est le Ngondo dans le sud-ouest. Et j'ai dit que c'était un immigré, entre guillemets, c'est-à-dire que quelqu'un qui était un Douala, et qui s'appelait MRDK Dibongue, qui est parti de Douala et qui s'est installé dans le sud-ouest, qui a lancé l'idée de la réunification dans le Ngondo. Et ce gars qu'on appelait Dibongue, c'était un ami du docteur Emmanuel Mbela-Lifa Fendele. Emmanuel Mbela-Lifa Fendele, qui était l'opposant à Foncha, qui était ancien premier ministre, opposant à Foncha, et qui a battu campagne pour rallier le Nigeria. Alors, c'était son ami, et c'est pour dire que le docteur Ndele était d'abord un militant de la réunification avant de changer. Alors, ça se fait donc, c'est plus tard. Nous, on est dans les années 40, là, c'est-à-dire que les années 45, que l'idée est lancée dans le Ngondo, et c'est plus tard que l'UPC reprend le bâton de pèlerin, cette fois-ci avec des arguments juridiques, c'est-à-dire l'UPC c'est Nyobe, et il y a cette fameuse intervention de Ruben Nyobe au congrès de Kumba, c'était du 14 au 17 décembre 1951, et là-dedans je vais pas vous perdre le temps en disant, je vais vous lire quand même un petit extrait de ce qu'il a dit. Il dit, sous l'administration allemande, le Cameroun était un vaste pays s'étendant de la frontière nigérienne jusqu'à une certaine profondeur de l'actuel territoire de l'Ubangi-Chari. Ubangi-Chari est la RCA actuelle. Il dit, à la suite de la guerre de 14-18, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, la Société des Nations divisa le pays en deux parties. Une partie fut confiée sous forme de pays sous mandat à la France et l'autre à l'Angleterre. Il dit, il s'agit là d'un acte des plus injustes et des plus arbitraires. Il dit, le Cameroun n'avait déclaré la guerre à aucun État et ne devait par conséquent être déclaré vaincu de la guerre. Il dit, d'autre part, sa contribution à la guerre et les sacrifices imposés à son territoire n'étaient motivés par aucune raison valable. Il faut souligner, et cela a une grosse importance, que le pays déclaré vaincu, l'Allemagne, n'avait souffert de pareilles mesures à l'époque. C'est pour dire que Nyobe dit très rapidement que cette division, on est une possession coloniale, que cette division a été imposée et que, en fait, nous, on a souffert d'une guerre qu'on n'a pas perdue, qu'on n'a pas cherché, mais ça ne justifie pas, ça ne procède pas de l'argument de Makel Mdia qui disait qu'on s'aimait beaucoup et on se connaissait, c'est faux aussi. Ça aussi, c'est faux. Bon, l'autre partie que je voulais... Ce que je n'ai pas dit, d'ailleurs. Voilà. Donc, l'autre partie que... Makel, voilà. Et l'autre partie que je voulais apporter comme précision, c'est que effectivement, en 61, et ça c'est Isaac qui l'a dit, en 61, l'ONU a décidé d'imposer aux populations du Southern Cameroun et du Northern Cameroun deux alternatives. Et c'était fait exprès. C'était fait exprès et il y a des historiens qui expliquent que à l'époque, comme il y avait la guerre froide et compagnie, on avait peur que ce bloc-là devienne un pays communiste. Et c'est vrai, on peut le vérifier. C'est aussi vrai qu'à un moment donné, ça s'est passé à une période où la France était en train de pacifier. Ils ont appelé ça pacification. Pierre Mesmer, ils étaient en train de pacifier le Cameroun. C'était une autre manière d'appeler le génocide. Ils étaient en train de massacrer à un point où
les Camerounais francophones fuyaient vers Kumba, de l'autre côté. Et pour les autorités françaises, ils voyaient ça mal. Et c'est pour ça qu'ils avaient donc lutté contre la réunification. Et effectivement, à la fin, dans les années 60, les gens du Southern Cameroun ne voulaient plus de la réunification. Ça, c'est clair et net. Merci. Je peux intervenir. Est-ce que je peux conclure rapidement? Donc, ils ne voulaient rapidement, plus. Oui. Et ils sont partis, ils ne se sont pas contentés de ne pas, ils sont partis demander à l'ONU un temps de réflexion. C'était leur moyen de se dire, ben, nous on va parler des sauvages, les sauvages si on va d'abord voir. Ben, en fait, ils ne voulaient plus de la réunification et on leur a imposé ce qu'on appelle de two alternatives. Deux alternatives. Ou vous allez au Nigeria ou vous allez au Cameroun. C'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je voulais qu'on revienne parce que nous avons planté la dimension culturelle de ce rassemblement. Nous avons également pointé la dimension politique. Nous sommes revenus sur d'autres aspects plus précis encore, mais il y a la contribution des étudiants parce que, mine de rien, pendant la période coloniale, des étudiants camerounais se trouvant aussi bien à Londres qu'à Paris ont discuté de ces échanges-là, ont discuté de cette évolution historique dans la vie politique de notre pays, politique et administrative. Je ne sais pas si Isaac a des précisions là-dessus concernant les échanges qu'il y a eu entre des étudiants francophones et anglophones à Paris ou à Londres sur la réunification du Cameroun, des Cameroun. I really don't have any, I've not seen any studies that show that students in Anglo-Saxon countries and those in France were actually clamoring for unification of Southern Cameroons and La République Cameroon. But what I can say is that at the time, those who were back in Southern Cameroons, based on my experience growing up and what my parents told me, was that people preferred to reunify with La République because of the treatment that the Igbos had on Southern Cameroonians. At the time, what happened was that between the period of 1954 and 1961, no, I think before that, we had lots of Nigerians who were business people in Southern Cameroons. And the way they treated Southern Cameroons was that if you went to a store to buy a piece of cloth, and if you ask the price, the Nigerians or the Igbo people would have to force you to buy it. And so at the time when Southern Cameroons was under the authority of Nigeria, we had Nigerian policemen, we had the courts that were run by Nigerians, and so the administration was managed by Nigerians. That's one of the reasons why most of the young people at the time preferred to unify with La République du Cameroun, even though they didn't know exactly what they were getting into. You know, based on what I see now and what I know, based on my experience with La République du Cameroun, if we had to turn the clock back, I think it would have been better if Southern Cameroons unified with Nigeria than with La République du Cameroun. Mais le fait historique est que finalement, il y a ce référendum qui a été organisé, un peu comme pour les Comores, où Mayotte est finalement devenu un territoire français. Je voudrais qu'on continue et qu'on examine cette fois le processus qui a amené sur le plan politique la fédération. J'ai entendu le point de vue d'Isaac en préambule qui parlait d'une escroquerie ou d'un trucage. Professeur Blaise Alfengano, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu tromperie sur la marchandise concernant le projet de fédération? Pardon? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce qu'on peut parler
de tromperie sur la marchandise concernant le projet de fédération qui a fini par réunifier les anglophones et les francophones, comme on les appelle communément maintenant, camerounais? Oh, disons peut-être a posteriori, on peut tirer ce type d'analyse pour essayer de dire peut-être qu'au vu des frustrations de nos frères de la partie anglophone aujourd'hui, on peut tirer peut-être quelques réflexions dans ce sens. Mais moi, je questionne davantage la sincérité des acteurs. Parce que lorsque vous prenez, comme j'ai commencé par le dire au départ, vous voyez que le problème de la réunification du Cameroun en lui-même, c'est un paradoxe vraiment historique. Hein, parce qu'en vérité, au départ, comme on l'a dit, le Cameroun, c'est une création coloniale. Et au fil du temps, eh bien, les Camerounais finissent par s'approprier ce patrimoine colonial. Et pour ne plus revenir aux entités sociologiques précoloniales, parce que vous savez qu'avant la colonisation, je vais dire, occidentale, le Cameroun, c'était une pluralité, n'est-ce pas, de sociétés traditionnelles, organisées, avec des systèmes juridiques, n'est-ce pas, spécifiques. Et c'est la colonisation qui, bien évidemment, nous permet aux Camerounais, au-delà de leur diversité, de se retrouver ensemble. Or, voilà que, curieusement, on aurait pu penser que la colonisation étant arrivée aussi, on va dire, brutalement, les Camerounais auraient eu tendance à dire, nous voulons retrouver nos entités, n'est-ce pas, précoloniales. Mais voilà que, curieusement, par le fait de l'histoire, les Camerounais se retrouvent plutôt progressivement en train de se dire qu'il faut qu'on soit unis dans le territoire créé par les colonisateurs. Et vous voyez, on donne trop d'importance finalement à la césure britannique francophone. Mais je crois que l'unité nationale du Cameroun va au-delà de ça, de mon point de vue. Parce que c'est vrai peut-être que, comme on a été une colonie allemande, on était unis à ce moment-là. Et après la césure, on finit par se dire finalement que le symbole fort peut-être de l'unité, c'est cette réunification. Mais au-delà, que dirons-nous, n'est-ce pas, de nos frères du Nord Cameroun, les Kotoko, qui aujourd'hui se retrouvent avec les Douala, les Bassa? Que dirons-nous, n'est-ce pas, de nos frères Bamileke, qui se retrouvent avec, n'est-ce pas, nos frères de l'Est? Tout ça, c'est l'unité nationale. Donc, c'est de dire que lorsque tous ces gens se battent, finalement, pour retrouver en 1961, lorsque Foncha et Aïdjo se retrouvent, en vérité, moi, je pense qu'il y a de part et d'autre une sincérité. Mais seulement, je pense que les logiques, je vais dire, de gouvernance et les problématiques de légitimité, n'est-ce pas, qui sous-tendent l'entrée à l'indépendance vont être quelque peu handicapantes peut-être pour nos frères, n'est-ce pas, anglophones. Dans la mesure où nous savons, et je pense que l'histoire le retient, que c'est ceux, effectivement, qui ont combattu l'indépendance, qui ont pris le pouvoir au Cameroun français, et soutenu par la France. Parce qu'en vérité, lorsque je vois les revendications de Oumyobé, je vois les revendications, n'est-ce pas, de l'UPC, j'ai du mal à croire que si on avait vraiment envisagé la réunification telle que l'UPC l'envisageait au départ, on parlerait de tromperie sur la marchandise. Mais je pense peut-être que la volonté de la France de garder la main via des collaborateurs, je dois le dire, qui ont accédé, qui ont pris le pouvoir, n'est-ce pas, dans la partie francophone, ont renforcé un processus de francisation, n'est-ce pas, des régions anglophones, d'où les frustrations qu'on peut vivre. Donc, au moment précis, pour répondre à votre question, je peux croire en la sincérité, mais je pense en même temps que, comme le processus de francisation et de mise en place vraiment de, je vais dire, de contrôle du pouvoir par la partie française était là, je crois qu'à posteriori, on peut tout à fait dire qu'effectivement, on peut arriver à cette conclusion. Je vous remercie. J'ai un peu le micro qui me dérange, mais je crois que j'ai pu dire l'essentiel. Oui. Merci. Mais lui, je peux prendre la parole parce que depuis, j'ai été interpellé par plusieurs des co-panélistes et je risque d'oublier. Voilà. C'est malin, ça. Oui, je me permets de prendre la parole parce que
trois des copanélistes m'ont interpellé. D'abord, premièrement, je n'ai jamais dit que les Sawa ont vendu le Cameroun. Non, je n'ai pas dit que tu l'as dit. Voilà. Je n'ai pas dit que tu l'as dit. Voilà. Je dis, et je dis que le traité Germano-Douala, je l'ai signalé pour tout simplement dire que ce n'est qu'à partir de cette date qu'on commence à parler du Cameroun en tant qu'entité. D'accord? C'est le point de départ. Ce n'est pas non plus le moment où les frontières sont établies pour faire référence aux propos du professeur Gando. C'est le point de départ. Ensuite, tout à fait. Ensuite, pour dire à mon frère du Nord-Ouest que il y a quand même les symboles allemands dans le Sud-Ouest. Ah bon, on en voit encore les vestiges. Ça veut dire tout simplement que les Allemands ne se sont pas limités simplement à Douala. Ils sont allés un peu partout. D'accord? Donc, le Cameroun a, comme tout colonisateur, quand ils arrivent par la côte, ils pénètrent à l'intérieur. Ils ont dû affronter des résistances. D'accord? Donc, du coup, le Cameroun s'est agrandi. Mais il y avait des peuples qui existaient. Et l'unité du Cameroun, aujourd'hui, comme hier, a été la volonté d'un certain nombre de Camerounais. J'ai fait référence aux propos que tenaient quand même nos prédécesseurs quand ils se battaient pour l'avènement du Cameroun à l'indépendance. Et beaucoup de spécistes... J'ai entendu la mise au point. Je voudrais donner la parole à Jean-Marc qui voulait également apporter des éléments. Non, mais excuse-moi, parce que sinon, ce sera toujours aux mêmes personnes. Non, c'est pas les mêmes personnes. Jean-Marc a pris la parole longuement. Je voulais juste préciser que l'unité du Cameroun a été la volonté de beaucoup de Camerounais avant. Et il y a eu une bataille sous-jacente avant l'indépendance entre ceux qui, notamment des UPCistes, qui voulaient l'unité avant l'indépendance et ceux qui, pour des raisons de pouvoir, ont préféré l'indépendance et construit cette unité à travers la réunification après. Et je précise qu'il y a beaucoup de Camerounais, que ce soit francophones, entre guillemets, anglophones, notamment en tant qu'étudiants, je pense au Sengako, je pense aux Zo et Kagaki, etc., qui, à l'époque, à l'extérieur, se voyaient et discutaient de l'unité. Et je rappelle quand même en 66 que trois des partis... Macaire, j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis, malheureusement. Essaie d'être bref. Oui, bref. 2 secondes. Il y a quand même eu 3 des partis, principaux partis d'opposition du Cameroun méridional, qui ont discuté avec le parti d'Ahidjo pour former un parti unifié en 66. Donc, il y avait quand même une volonté d'unification. Jean-Marc. Je suis en train de voir, merci de vous passer à excuse-moi, Louis. Je pense qu'on tourne un peu autour, là. On ne va pas refaire l'histoire d'il y a 200 ans, 150 ans ou bien 100 ans. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le problème qui est là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va y arriver. L'idée, c'était de partir. S'il te plaît. Bon, je voulais préciser que, nous, on parle de la réunification. Je vais apporter une précision que quand on parle de la réunification, on parle de la réunification de 61 qui a abouti à la création d'un État fédéral. Rien à voir avec ce qui s'est passé en 72. Absolument. Nous sommes en train d'y aller progressivement. On commence avec... Oui. Je vais aussi apporter une autre précision qui procède de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, que Macaire nous dit qu'il y avait une volonté, on voulait tellement être ensemble, c'est incroyable, c'était tellement, on avait beaucoup d'amour les uns pour les autres. Et bon, on a vu comment on faisait
je vais apporter une précision que ce n'est pas exactement ce qu'il est en train de dire. Et c'est très important, à mon avis, c'est très important que les gens sachent, que les Camerounais sachent que la résolution 16-08-15 du 21 avril 1961 de l'ONU, de l'Assemblée générale de l'ONU, qui prenait acte des résultats du plébiscite de 61, il faut que les gens s'en souviennent que cette résolution qui prenait acte et qui lançait, qui demandait aux leaders du Southern Cameroun, de l'ancien Cameroun britannique, de prendre contact et d'entrer en négociation avec les leaders de l'autre côté, c'est-à-dire le Cameroun français, ou plutôt qui était indépendant en janvier 60. Donc, cette résolution, et je dis bien c'est la résolution 1608-15 du 21 avril 1961, qui prend acte, qui dit OK, on a pris acte, qui prend acte des deux plébiscites dans le Northern Cameroun et le Southern Cameroun. Je dis cette résolution de l'ONU, le Cameroun et la France et les autres colonies françaises ont voté contre cette résolution. Et ça, il faut que les gens peuvent aller vérifier ça. Moi, j'ai beaucoup de gens. Moi, j'ai écrit à l'ONU pour avoir le document parce que je ne croyais pas. Je peux avoir le document. Ils ont voté contre. Ils ont voté contre la réunification. C'était pour dire que, et des historiens expliquent que c'est pour ça qu'en réalité, des négociations qui devaient avoir lieu vite après le plébiscite ont plutôt eu lieu en juillet à Fumban et non à Yaoundé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'après le plébiscite, il semble que les francophones qui, n'est-ce pas, ont été, et le professeur Ngando l'a précisé, qui ont été en fait mis en place par la France, et ils étaient fâchés. D'accord. Ils étaient fâchés. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que c'est ça qui explique la suite. C'est ça qui explique ce coup de force qui a commencé en septembre 66, c'est-à-dire qu'on a détruit le multipartisme, on a créé un seul parti, le parti unique, et c'est ça qui a abouti au référendum de 72. C'est-à-dire que c'est un processus qui Jean-Marc, tu es en train d'anticiper sur la suite de l'émission. Okay. Parce que je voulais qu'on aille vraiment étape par étape. Là, il y a Isaac qui voulait faire des précisions et je pense qu'il est important de l'entendre également. Isaac, you have the floor. Ok, je vais essayer d'établir de pratiquer un peu mon français. Il faut retenir que le Southern Cameroun et la République Cameroun ont eu un écart de 40 ans. Et pendant ces 40 ans, ils ont acquis des coutumes et des us différents. C'est-à-dire des coutumes selon des coutumes anglo-saxons. Donc, venant à Fumban en 61, Ahidjo n'était pas sincère dans cette réunification. Et je vais te dire pourquoi. Ahidjo est venu à Fumban avec une constitution déjà. Donc, ça veut dire que Ahidjo n'est pas venu pour s'asseoir avec Foncha pour négocier comme deux personnes qui ont eu des systèmes différents. Donc, quand Ahidjo venait, il avait été conseillé par des Français et les Français lui ont donné une constitution pour venir imposer ça à Foncha. Heureusement, je ne sais pas par quel acte de Dieu, quand on a pu insérer l'article 47 dans cette constitution-là, que la forme de l'État ne doit pas dans aucun cas être changée. Donc, ça veut dire que le fait que Ahidjo a quitté Fumban
et après on a changé cette forme d'État, ça veut dire qu'il n'était pas sincère quand il venait à Cuba. J'ai un petit document ici qui est écrit le 22 août 1966 par Michel Moneux, consul de France à Boya, à monsieur le chargé d'affaires de France à Yaoundé. Il a dit: il faudra puis accéder à un complet remaniement des méthodes d'enseignement à partir du cycle primaire et une dévolution psychologique qui changerait les inclinations même de la population. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les Français, à travers Abidjan, avaient une autre intention de cette réunification. Ils ne voulaient pas réunir deux personnes différentes, deux États différents du même statut. Les Français, à travers Abidjan, voulaient assimiler les Southern Camerounais. Merci beaucoup. Ce que je voudrais maintenant, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le débat est ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez vous interpeller à n'importe quel moment de l'émission. C'est vraiment pas interdit. La seule chose que je voulais indiquer, c'est que je voulais qu'on passe d'étape par étape sur chacune des périodes qui ont marqué à la fois la constitution du Cameroun colonial, la fédération, le référendum et le reste. Donc c'est pour ça que je voulais aller étape par étape jusqu'à présent et ne pas brûler une étape avant d'atteindre une autre. Donc là on a évoqué. Pardon? Il nous reste combien de temps? Je pense qu'on a plus que 30 minutes. Je posais la question moi aussi, mais je crois qu'on a 30 minutes puisque nous avons eu 30 minutes de plus. Et donc il sera question que chacun fasse des interventions plutôt brèves. Au début on a été généreux parce qu'il fallait planter le décor. Sur la suite, je n'ai pas été assez rigoureux, mais je compte sur tout le monde pour que nous arrivions à respecter un temps de parole restreint. Donc, moi, je vais commencer par que, je ne sais plus ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est exact, je pense. Il a parlé de l'article 47 de la Constitution de 1961. 47. L'article 47, c'est ça. Qui disait toute proposition de révision de la présente Constitution portant atteinte à l'unité et à l'intégrité de la Fédération est irrecevable. Je pense qu'il parlait de ça. Oui. Et je ne suis pas constitutionnaliste ou juriste, mais plus loin, on dit l'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République fédérale après consultation des premiers ministres des États fédérés et aux députés de l'Assemblée nationale. De toute façon, toutes les constitutions, jusqu'à celle de 1996, mentionne que, si je prends celle de 96, on dit, article 64, aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État, le principe démocratique qui régisse la République. C'est la même, comment dire, c'est la même pensée qui sous-tend cet article. C'est la même pensée qui sous-tend cet article. Moi, comme je l'ai dit en préambule, je suis des années 70. Je me retrouve un peu dans la situation de Roméo face à Juliette, le Montaigu face au, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui doivent vivre avec les précédents et les désaccords de leurs parents et construire leur vie. Il y a des erreurs qui ont été commises, qui ont été commises de mauvaise foi ou de bonne foi, mais dans l'esprit de construire un pays, une nation, de ne former qu'un. Okay? Donc, qui avait raison, qui avait tort, qui a eu raison, qui a eu tort, on doit juste move on. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, compte tenu soit des succès, soit des échecs, soit des erreurs? Qu'est-ce qu'on fait pour construire un Cameroun uni? Est-ce qu'on veut d'abord un Cameroun? C'est ça. Sinon, je pense qu'on va passer 4 heures ici, avec mes chers panélistes que je connais, à discuter des heures et des heures sur l'histoire. Mais je pense qu'il est important quand même de planter le décor parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler des conséquences. On a très rarement évoqué les causes de ce qui s'est produit jusqu'à présent et c'est pour ça que je profite des différentes expériences que nous avons rassemblées ici
pour véritablement poser le problème dans son intégrité, même si on n'apporte pas des solutions exhaustives, même si on ne va pas être exhaustif, et je n'ai pas la prétention de dire que c'est ce soir que nous allons régler tous les problèmes de réunification du Cameroun, mais le fait est qu'il est important pour nous de replanter le décor de tout ce qui s'est passé, des différents jalons, des différents moments forts de notre histoire, pour que ceux qui écoutent ou regardent soient édifiés de cette situation-là. Macaire, tu voulais dire quelque chose? Voilà, je voulais intervenir en disant que pour te suivre dans ton cheminement, qu'il était important de revisiter l'histoire pour comprendre le présent et en prévoir l'avenir. Et le co-panéliste qui est intervenu précédemment a tout à fait raison pour dire que maintenant, que fait-on? En réalité, il y a eu toujours ce projet de vivre dans un pays uni. On peut discuter pendant des heures là-dessus. Hein. Le Cameroun a été uni depuis sa création allemande, avant sa division. Peu importe ce qui s'est passé lors des négociations à Fumban. Mon frère disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de sincérité venant d'Aïdjo. J'aurais pu lui poser la question de savoir que lorsque vous allez à une table de négociation, chacun vient avec un projet, avec une ambition. Ça a été le cas lorsque les émissaires du gouvernement sont partis négocier avec le consortium récemment. Mais c'est une transition. Oui. Donc, chacun vient avec une ambition. Mais dans le même temps, Macaire. Non. Dans le même temps. Oui, je vais aller au bout. Si tu m'interromps, je risque de perdre le fil. Mais sois bref. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Bref. Oui. Donc, du coup, il y a cette volonté de construire une nation. Et une nation, c'est une œuvre humaine perfectible. Il y a eu des erreurs, des échecs et puis des points positifs. Il est important aujourd'hui de se dire que on doit aller de l'avant. D'accord? Mais aller de l'avant ne signifie pas nier le fait qu'il y a eu des choses qui ont été mal faites et que si ça a été mal fait, il faut rectifier. Oui, mais justement, ce que je suis en train de dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rectifier, est-ce que rectifier, ça veut dire retourner à la situation ex-ante? Non, parce que aujourd'hui, le problème, et je vais poser la question, directement à Jean-Marc. Est-ce que c'est la sécession? Est-ce que c'est revenir à la fédération ex-ante? Il faut discuter de tout ça. Macaire. La situation de sécessionnisme n'est pas spécifique au Cameroun. Si on va en Espagne, avec ce que nos amis catalans sont en train de faire, on n'est pas très loin du cas de figure de ce que nous avons dans le Southern Cameroun. Mais la question c'est de savoir comment on réagit face à cette sécession. Est-ce que, contrairement à ce qui est dit, on dialogue avec les sécessionnistes ou bien ne parlons pas l'ordre ou pas? Macaire, tu as déjà assez parlé. Je peux aussi intervenir, s'il te plaît? Non, mais tous les trois, vous avez assez parlé. Nous sommes très polis, on vous écoute avec beaucoup d'attention. Donc, je pense que vous pouvez quand même penser aux autres. Merci d'être un peu patient. Je voulais dire que... après, vous nous laissez parler aussi. Je voulais dire que Macaire dit, voilà, il faut trouver des solutions, mais il continue à analyser les conséquences. Et les conséquences, ce n'est pas des causes. Pour moi, il y a des choses simples. Il faut voir le point de départ. Il y a eu une constitution fédérale qui a été faite en septembre 61. Et puis, le point de départ des problèmes, c'est 72. Parce que, évidemment, avant 72, il n'y avait pas il n'y a pas un problème qui s'est posé en tant que tel. C'est-à-dire, tout part de 72 avec un processus
qui est en violation de ce qu'on a décidé, ce qui était dans la constitution même de 1961. Il y a déjà que, on a parlé de la forme de l'État tout à l'heure, et lui a dit que lui n'est pas constitutionnel. Nous qui avons fait un peu de droit constitutionnel à l'université, c'était la forme de l'État. Quand on parle de forme de l'État, c'est l'État fédéral, c'est l'État unitaire, l'État confédéral, c'est ça qui est la forme de l'État. Donc, on se promettait donc dans la Constitution de ne pas y toucher. Ne pas y toucher, ça impliquait quoi? Ça impliquait que nous sommes d'un Cameroun, c'était un système qui fonctionnait comme un système parlementaire. Il y avait une assemblée, il y avait un premier ministre, c'est vraiment un système parlementaire. Alors, c'est un système qui permettait n'est-ce pas, de protéger l'héritage qui n'était pas seulement un héritage. Ouais, bon, là, je pense que c'est trop long. Josué. Oui. On ne devait pas y toucher. Et je vais vous dire quelque chose, vous comprenez? Quand on fait le référendum, on ne sait même pas ce qu'on est en train de changer. On dit seulement que désormais, la République va être une, ce qui ne veut rien dire. Et l'autre aspect aussi qui est un petit détail, et je vais être très très rapide là-dessus, c'est qu'il faut dialoguer. Regardez, moi je suis content que tout la public dans un débat comme celui-ci, on a quelqu'un qui est séparatiste comme Isaac. Il nous reste. Il n'y a pas de dire plus. Josué, tu l'as. Il développe des arguments qu'on est capable d'écouter. On ne doit pas Josué. Ok, merci. Non, bon, tout qu'on dit cela est très important. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé en 1961, mais il y a aussi 1972. Et toutes les manigances, tout ce qui a été fait entre 1961 pour arriver au soi-disant référendum unitaire de 1972, c'est important parce qu'il y a un acteur dans ce processus-là qu'on appelle elle. Il y a un acteur important qu'on appelle M. Focard, le général de Gaulle. Et c'est ce que je mets dans le cadre du contentieux historique franco-camerounais qui continue jusqu'à aujourd'hui par des interventions permanentes de la France, en particulier dans la manière dont les choses sont gérées chez nous. C'était le cas avec la guerre du Biafra en matière de pétrole. Et je pense que c'est le pétrole qui force un peu à la manière dont la fédération a été mise au cercle en 1972. Donc maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. Notre pays est en grand danger de sécession. Il faut discuter. Il faut discuter avec tout le monde. D'accord. Merci beaucoup, Josué. Je voudrais revenir à Isaac avant de... Je sais que j'en ai les deux qui n'ont pas la parole depuis tout à l'heure, mais je la leur redonnerai. Isaac, est-ce que tu penses vraiment qu'aujourd'hui, la solution, c'est la sécession au Cameroun? Il faut que j'apporte une précision. Le Southern Cameroun, ou bien Ambazonia, ils ne font pas la sécession. Faut comprendre cette différence. Le Southern Cameroun veut se séparer de la République du Cameroun. Parce que la sécession, c'est quoi? La République du Cameroun a eu son indépendance le 1er janvier 1960 et le Southern Cameroun n'était pas avec la République. Donc, vous ne pouvez pas parler de la sécession d'un autre État qui n'était pas avec vous quand vous avez eu votre indépendance. Donc, voilà une question. Où est-ce qu'on doit partir aujourd'hui? Et selon moi, il n'y a plus question de unification, parce que cette
cette semblante d'unification a été sur les bases fausses. Un État qui se construit sur le mensonge ne peut pas tenir. Et voilà pourquoi nous avons tous ces problèmes. Est-ce que c'est la même lecture que tu as de ton côté, Guy Christian? Comme j'ai dit, je ne pourrais refaire l'histoire. S'il y a des erreurs qui ont été faites, si, je dis bien si, il y a des erreurs qui ont été faites, certains l'ont approuvé, d'autres l'ont dénoncé. Mais 50 ans plus tard, nous devons progresser. Nous devons progresser. Combien de pays dans le monde actuellement se divisent? Est-ce que les sécessions, je les appelle sécessions pour marquer l'indépendance? On peut parler de balkanisation également. D'accord. Est-ce que ces pays sont mieux qu'avant? Est-ce qu'en Afrique, le contexte africain et mondial actuellement nous offre les conditions de nous balkaniser? C'est sûr qu'il faut répondre. La génération qui, entre guillemets, a été clouée est en train de disparaître. Il reste quoi, 20 ans, 30 ans? Elle est en train de disparaître. On va faire un tour de table maintenant en définitif. Quelle est la situation aujourd'hui pour sortir de cette situation de crise par rapport à l'unité nationale du Cameroun? Voilà. Très rapidement, je voulais juste marquer un bémol à ce que mon compatriote a dit tout à l'heure, à savoir que le Southern Cameroun n'était pas un État avant. C'était un territoire rattaché au Nigeria, à qui on a demandé, lors de l'indépendance du Nigeria le 1er octobre 1960, par la suite, soit de se rattacher au Cameroun, soit de se rattacher définitivement au Nigeria. Ça, c'est au Nigeria d'une première. Ça, c'est une première. Et de deux, le seul État qui était indépendant, c'est le Cameroun oriental, 1er janvier 1960. Ensuite, c'est un projet. Et quand il dit que la forme de l'État, parce qu'il y a un article qui prévoit qu'on ne doit pas la changer, je suis quand même étonné de savoir que toute constitution, tout accord est appelé à être changé. C'est une œuvre humaine. Ce qui a été fait par des hommes peut être défait par d'autres hommes. Il faut tenir compte. On ne peut pas figer les choses dans la vie. La vie d'un homme, la vie de mon compatriote Jean-Marc Sobor évolue. On ne peut pas dire que parce qu'il a signé un acte il y a 10 ans dans lequel on ne devrait pas modifier telle chose parce que la situation change dans son environnement, on ne le modifiera pas. La forme de l'État tient compte de l'évolution sociologique, des enjeux géostratégiques et géopolitiques. Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun, face aux défis auxquels il est confronté, peut revenir à une situation ex-ante de fédération quand on sait que même au Nigeria voisin, après la guerre du Biafra, avec la fédération, il y a des revendications sécessionnistes? Non, je pense que la solution aujourd'hui, pour être plus rapide, c'est qu'on mette en place, parce que le véritable problème